et qui va les précariser encore plus. Et cette réforme, elle est d'autant plus catastrophique qu'aujourd'hui, on traverse une période sociale et politique où il y a tellement d'attaques sur nos libertés, sur nos droits, sur nos conditions de travail et sur nos conquis sociaux, qu'une réforme aussi criminelle que celle de l'assurance chômage, eh bien en fait, elle arrive à passer avec une relative discrétion. Et on le voit bien, la période aujourd'hui, elle est assommante pour tous et toutes, parce qu'au même moment où on traverse une crise sanitaire, on traverse aussi, et on rentre de plein pied dans une crise économique. Donc une crise sanitaire, je vais aller assez vite, catastrophiquement gérée par le gouvernement, avec des hôpitaux saturés. Là, on a reçu récemment, ces derniers jours à l'Agora, des soignants et des soignantes qui nous ont parlé de leurs conditions de travail extrêmement difficiles. Donc je vous invite, vous allez retrouver leurs interventions sur les réseaux sociaux, ils font aussi beaucoup d'actions. Voilà, donc une crise mal gérée, sans soutien financier à la hauteur, sans matériel financier à la hauteur, et qui a entraîné une dette publique dont le gouvernement a déjà dit qu'elle serait remboursée par des réformes structurelles et non pas par l'impôt. Et c'est quoi ces fameuses réformes structurelles? Ce sont les attaques sur nos droits sociaux, comme la retraite, ou encore comme l'assurance chômage pour laquelle on se bat ici. Et cela au moment même où la crise sanitaire entraîne des centaines de milliers de licenciements. Par exemple, récemment, à l'Agora, nous avons reçu 2 groupes de salariés qui se battent contre les licenciements dans leur boîte. Les salariés de TUI France, qui est une boîte de tourisme, où il y a aujourd'hui 600 licenciements sur une boîte de 800 salariés, composée à 80% de femmes. Et ça, on y reviendra dans l'Agora avec les copines de l'Église Batignolles. Et cette crise sanitaire, elle touche les plus précaires. Et parmi les plus précaires sont les femmes, sont les personnes racisées, sont les habitants et habitantes des quartiers populaires, sont les gens déjà les plus précaires. On a aussi reçu récemment les salariés du Westin Vendôme, qui est un petit hôtel où il y a 168 licenciements, encore une fois, une majorité de femmes. Et dans le même temps, eh bien, la crise économique, elle s'ouvre, elle s'approfondit, elle accélère les processus de démantèlement de nos droits sociaux, mais aussi nos droits démocratiques. Voilà, vous avez tous et tous, je pense, entendu récemment parler de la loi sécurité globale. Et puis, nous vivons aussi de plus en plus une répression des mouvements sociaux. Nous, d'ailleurs, au théâtre de l'Odéon, la préfecture essaie, par tout un tas de moyens, d'empêcher l'expression démocratique de nos revendications, notamment en tentant d'empêcher les concerts qui sont considérés comme une manifestation culturelle et non pas revendicative, alors qu'en tant que travailleurs et travailleuses des arts et de la culture, ce sont nos outils de travail, mais aussi nos outils d'expression, et c'est en tant que tel un outil d'expression revendicative. Et donc c'est pour ça que je vous invite dès aujourd'hui à venir demain, à partir de 13h, à l'hôtel de ville, où nous organisons une agora délocalisée, devant l'hôtel de ville, à la fois pour dénoncer ces conditions de répression de notre expression démocratique, pour poursuivre le combat contre l'assurance chômage, et nous donnerons aussi la parole à tout un tas de travailleurs et travailleuses de la culture et des arts. Donc aujourd'hui, pour cette agora, nous accueillons les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles, mais avant de leur donner la parole, je vais donner la parole à mes camarades occupants et occupantes, à Sophie, pour la lecture du communiqué du 4 mars. Depuis le jeudi 4 mars, 15h, nous occupons le théâtre de l'Odéon. Cela fait 1 an que nous, travailleurs, travailleuses de la culture, de l'événementiel et du tourisme, sommes dans l'incapacité de travailler et de vivre de nos métiers. Face à l'engorgement des hôpitaux, conséquence d'une casse systématique du système public de santé, le choix du gouvernement est clair. Il privilégie la production, les lieux des grandes consommations, tandis qu'il maintient fermés les lieux de vie, de création et de sociabilité. Il apporte un soutien financier massif aux grandes entreprises, alors même qu'il compte faire plus d'1 milliard d'euros d'économies sur le dos des chômeurs et chômeuses dont le nombre ne cesse d'augmenter. Nous exigeons un retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage, une prolongation de l'année blanche, son élargissement à tous les travailleurs, travailleuses précaires, extra et saisonniers, entre autres, qui subissent les effets à la fois de la crise et des politiques patronales, ainsi qu'une baisse
baisse du seuil d'heure minimum d'accès à l'indemnisation chômage pour les primo-entrants, entrantes ou intermittentes en rupture de droit. De toute urgence, des mesures pour garantir l'accès à tous les travailleurs-travailleuses à l'emploi discontinu, autrices-auteurs au congé maternité et maladies indemnisées. Un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l'emploi en concertation avec les organisations représentatives des salariés de la culture. Des moyens pour garantir les droits sociaux, retraite, formation, médecine du travail, congés payés, etc., dont les caisses sont menacées par l'arrêt des cotisations. Pour porter ces revendications, nous exigeons dans les plus brefs délais une réunion du CNPS, Conseil national des professions du spectacle, avec le Premier ministre. Enfin, nous, occupantes de notre théâtre de l'Odéon, demandons le libre accès à la place et au bâtiment. Nous vous appelons à venir en masse à 14 h devant notre théâtre de l'Odéon pour une assemblée générale. Merci beaucoup. Maintenant, je vais demander à Laure, que vous voyez ici à la fenêtre, qui va vous lire le communiqué « Occupons, occupons, occupons ». Dans le sillage de l'occupation des ronds-points, nous occupons l'Odéon. Ce théâtre et cette place sont redevenus des lieux de rencontre et de partage, une tribune quotidienne où, depuis le 4 mars, s'expriment les luttes et les colères. Nous réinventons toutes et toutes, ensemble, un service public essentiel. Cette lutte va au-delà des revendications de la culture, car nous exigeons travail et protection sociale pour toutes et tous. Pour continuer cet élan qui nous porte, mettons en commun nos expériences et nos outils. Occupons nos lieux de travail pour s'organiser. Occupons les lieux de culture pour converger. Occupons tous les lieux où nos vies se décident pour se réapproprier notre avenir. Merci beaucoup. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On est en direct aujourd'hui devant le théâtre de l'Odéon. Voilà, il y a une convergence avec plusieurs syndicats. Il y a les Gilets jaunes qui sont là aussi. Il va y avoir plusieurs prises de parole. Les amis, je vous invite à partager ce direct en masse. Je vous rappelle que contre la censure, il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose. Migrez sur la page VQ2 et partagez le direct en masse, commentez, likez pour plus de visibilité. Merci à vous. On leur demande de mettre des questions. On dit 7 minutes, c'est impossible. Nombre d'entre eux se retrouvent à travailler à plein temps, à être payés qu'à mi-temps, et à les rendre à tablette depuis 21 mois pour dénoncer ce système d'exploitation. Applaudissons-les, on les soutient. Le système sociotique d'une femme de chambre divise les seniors à qui va bientôt donner la parole. C'est une dynamique générale. Aujourd'hui, le nombre de contrats précaires se multiplie et tend à devenir la norme des conditions d'emploi. Et dans le même temps, les droits sociaux qui accompagnaient et compensaient cette précarité sont peu à peu détruits. Historiquement, les intermittents et intermittentes du spectacle ont toujours fait exception en parvenant, mobilisation après mobilisation, à empêcher au fil des années la casse de leurs droits. Et c'est aussi pourquoi aujourd'hui ils sont à l'avant-garde de cette lutte contre l'assurance chômage, mais ce n'est que l'avant-garde, et c'est un mouvement qui ne pourra réussir que si nous rentrons tous et toutes dans cette bataille qui est essentielle. Alors le racisme et le sexisme que vivent les femmes de chambre d'Ibis Batignolles n'est pas propre au monde de l'hôtellerie. Voilà, c'est un phénomène qui touche tous les aspects de la société, au-delà des métiers de la culture et de la culture elle-même. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons invité un certain nombre d'intervenants et intervenantes qui prendront la parole pour raconter leur lutte sur ces sujets-là. Des travailleuses de la culture, mais aussi des acteurs et actrices du mouvement féministe et antiraciste. Donc sans plus tarder, je vais dès maintenant donner la parole à Sylvie, qui est femme de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles, qui se fait un petit peu houspiller par son fils Thomas.
Cachez-moi un petit peu s'il vous plaît. Et je vous donne une information, il y a un atelier pour les enfants dessins, si vous avez des enfants avec vous, qui est ici, donc vous pouvez, il y a Samia, Max et Pierre qui s'occuperont de vos enfants pour les faire dessiner si vous le souhaitez. Donc la parole à Sylvie, qu'on applaudit bien fort. Bonjour, nous sommes les grévistes d'Élise Bâtiment. Ça fait plus de 20 mois. Rejoignez-moi les camarades. 21 mois. En fait, c'est difficile à les compter, parce que c'est depuis le 17 juillet 2019 que nous sommes en lutte. Donc actuellement, nous sommes en chômage partiel. Et c'est notre métier. En fait, nous sommes en grève parce que nous sommes sortis du silence. Parce que le secteur des femmes de chambre, c'est un secteur qu'on n'en parle pas beaucoup. Et voilà pourquoi nous, ce que nous subissons au niveau de l'hôtel Ibis des Batignolles, c'est pas seulement hôtel Ibis des Batignolles, c'est les hôtels de Paris en fait. Ça concerne toutes les femmes de chambre. Alors, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que aujourd'hui, quand on rentre dans une chambre, oui, la chambre elle est bien faite, mais derrière cette chambre, il y a la souffrance d'une femme de chambre qui est derrière. On nous demande de faire 17 minutes dans une chambre. On est quand même des êtres humains, nous ne sommes pas des robots, pour aller plus vite que ça. Et quand tu n'arrives pas à faire les 17 minutes, derrière les 17 minutes, c'est les avertissements. Et parfois, ça arrive aussi au licenciement. Et là, il y a eu tellement de menaces dans les hôtelleries. Et il y a des viols. Ce que nous subissons aussi, des viols qu'on dénonce. Et nous ne sommes pas protégés. Surtout nous, les travailleurs de la sous-traitance. Ce que nous subissons, c'est nous seuls qui connaissons ça. Et aujourd'hui, on s'est dit, vu qu'on n'a pas de protection au niveau du travail, donc la protection, c'est nous-mêmes. Et voilà d'où on a eu ce courage de sortir et de dénoncer ce que nous vivons, pour que le monde entier puisse savoir que ce secteur, comment il maltraite les gens, comment les femmes de chambre souffrent pour un rien, pour 800 €, pour 900 €, mais on vous harcèle. On vous harcèle pour faire 17 minutes de chambre. Et voilà notre souffrance. Et nous aujourd'hui, on dénonce ce genre de traitement. On dénonce au monde entier que dans les hôtelleries, ça se passe plein de choses. Aujourd'hui, nous sommes ici à Odéon, au théâtre, c'est pour soutenir nos amis intermittents, les amis de culture. Parce que pour moi, il y a le chômage, l'assurance chômage, je ne crois pas que ça touche seulement les gens de la culture, c'est tout le monde. C'est tout le monde, surtout nous les femmes de chambre. L'assurance chômage, tant qu'il y a des licenciements qui pleuvent, l'assurance chômage touche tout le monde. Tous ceux qui sont licenciés. Et actuellement, on doit faire pour moi, on doit tenir le coude entre nous, les gens qui, parce qu'il y a plein de licenciements. On ne peut pas en parler. Et les patrons sont là pour nous piétiner, pour nous harceler encore de plus. Et surtout les travailleurs qui sont en chômage partiel, mais je ne sais pas pourquoi, ils continuent à licencier. Ils continuent à licencier, c'est pour leur bien, pas pour le bien du travailleur. Les patrons ne sont pas là pour nous. Les patrons sont là pour leur flic. C'est pour leur argent qu'ils sont là. Et nous, femmes de chambre, nous tenons bon, on a dit au groupe accord, quand on ne va pas baisser les bras, on ne va pas baisser les bras, on tient tête au groupe accord. Nous sommes 5 femmes de chambre. Il y a les autres qui ne sont pas là, ils ont eu des occupations. Mais aujourd'hui, avec le groupe accord, nous on dit stop à la maltraitance. Stop à la
la maltraitance. Ça suffit. Et aujourd'hui, il faut que le groupe ACAR négocie sérieusement. Parce que pour eux, ils voient qu'il y a beaucoup d'argent et il a le droit de faire tout ce qu'il veut sur les femmes des gens, sur ses travailleurs. Et nous, aujourd'hui, on est dehors pour dire stop. Stop jusqu'à ce que tant qu'il n'y aura pas de négociations sérieuses, nous, la lutte continue et on ne baissera pas les bras. Voilà. Faites des bords d'arrière, on a largement la place sur l'Odéon, là, ça permet de nous incliner. Reculez-moi un peu, on verra mieux, on se prendra mieux, et ce sera plus simple pour les prises de parole. Voilà. On va maintenant donner la parole à Assa Traoré pour nous parler de son combat vérité et justice pour Adama. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je suis là en tant que la sœur de Adama Traoré, mais je suis là aussi parce que je suis la mère, je suis la fille de la mère d'Adama Traoré. Je suis la fille d'une mère qui a travaillé pendant plusieurs années en tant que femme de ménage dans les gares SNCF. Je suis la fille d'une mère qui a fait une grève honnête il y a 3 ans à Saint-Denis. On était à leur côté, on était là. Je suis la fille de cette mère qui quittait sa maison tous les matins à 5 heures pour aller faire le ménage et qui nous appelait à 7 heures pour nous lever, pour se préparer pour aller à l'école, revenir au moment de sa coupure et repartir travailler. Je suis la fille de cette mère qui a mis de l'argent de côté, tous les mois 50 € dans une tontine pour moi, avec l'argent qu'elle gagnait quand elle allait faire le ménage dans la gare SNCF pour me payer le permis à l'âge de 18 ans. Je suis la fille de cette mère qui nous a emmenés ici, qui m'a emmené jusqu'ici, aujourd'hui. Et c'est normal qu'on soit là, auprès de ces femmes, auprès de ces mères, auprès de ces mamans, auprès de nos mamans. Aujourd'hui, ma mère, elle ne travaille plus. Elle n'a même pas pu finir le piquet de grève qu'elles ont commencé parce qu'elle a eu une perforation à l'œil. Une perforation à l'œil qu'elle a eue avec la poussière qui a endommagé son œil, où elle a eu 2 opérations. Oui, ces mères qui laissent leur état de santé. Oui, ces mères qui ne font plus attention à leur état de santé. Parce qu'il faut aller travailler. Parce qu'on leur dit d'aller travailler. Parce qu'on leur dit de faire vite. On leur dit pour que ce soit propre. On leur dit que les passagers ou les clients doivent venir dans un endroit propre. Nous ne devons pas participer à tout ça. Oui, nous voulons aller dans des hôtels propres. Oui, nous voulons aller dans de beaux hôtels. Mais nous ne devons pas participer à ça. Parce que si nous laissons faire, nous sommes aussi responsables. Si nous laissons faire, nous ne sommes pas mieux que l'hôtel Accor. Moi, j'appelle à toutes les personnes qui nous regardent d'être là, présentes, auprès de ces femmes, auprès de ces mamans, auprès de ces travailleurs, travailleuses, de leur donner de la force, de leur donner du soutien. De toute cette jeunesse, aujourd'hui on parle beaucoup de la jeunesse, mais que cette jeunesse se lève et vienne montrer leur force et leur puissance et de dire vous n'allez pas exploiter nos mères, vous n'allez pas exploiter ces jeunes, ces mamans, vous n'allez pas exploiter ces femmes qui demandent juste à travailler dans la plus grande égalité pour leurs droits et surtout pour leur santé. C'est important. Demain, il y a un rassemblement devant l'hôtel de ville. Et j'espère que demain, on sera le double de ce qu'on est aujourd'hui. Que le message va passer très haut et très fort. Regardez ces femmes. Elles sont pas là, c'est pas un tableau d'exposition. Oui, effectivement, on est devant l'Odéon, c'est la culture. Elles sont pas en train d'exposer, elles sont là pour apporter leur force et leur soutien. Il y a des mamans qui sont venues avec leurs enfants. Oui, nos mères savent se battre. Oui, nos mères se sont toujours battues. Elles se sont toujours battues. Elles se sont toujours des femmes qui sont restées discrètes. Mais discrètes, mais en étant fortes. Qui nous soufflaient des mots dans nos oreilles en disant « Mes enfants, nos enfants, cet avenir vous appartient.
On ira travailler pour vous, pour que vous ayez le meilleur des avenirs. Elles se sont toujours battues. Moi, j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune, à 14 ans. Ma mère, tata, elles se sont battues, elles ont été travaillées. Et elles ont accepté les conditions qu'on leur a apportées, parce qu'elles n'avaient pas le choix. Mais ce choix, aujourd'hui, on peut le changer. Nous tous, on est là. C'est pas simplement de venir apporter le soutien, mais c'est d'être là dans le quotidien. Donc moi, j'appelle vraiment à toutes les personnes. Aujourd'hui, on fait un live là, sur Instagram, sur la page Instagram, que toutes les personnes qui regardent et voient ce live relayent l'information, soient présentes, viennent donner de leur voix, viennent donner de leur force, et de dire on sera là. Que ta mère travaille dans un hôtel ou pas, que ton parent fasse du ménage ou pas, exploité ou pas, ben c'est d'être là à nos côtés. En tout cas, nous, on continue à leur apporter notre soutien, c'est tout à fait normal. Et quand je pense au micro, c'est vraiment une pensée aussi pour ma mère, qui a laissé sa santé, qui a laissé ses yeux, qui ne voit presque plus rien aujourd'hui, à cause de la poussière de ces quelques trains, qui a négligé sa santé, parce qu'il fallait travailler pour élever ses enfants, leur donner à manger, et me payer mon permis à l'âge de mes 18 ans. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Et pour celles qui ne comprennent pas, mais je dirais pour celles qui comprennent, Arano Malouaï, Araïde, Tampile Rasolinki, on travaillera des madame, on travaillera à Karaye. Donc Lenki, c'est le souvent Instagram qui veut dire, Facebook qui dit, à Soulni, à Karang, on l'a des mains. En tout cas, vous pouvez les applaudir très fort. Merci beaucoup pour tes mots, merci beaucoup pour ton combat. Je pense qu'au nom de tout le mouvement social, on te remercie et je pense qu'on peut encore applaudir à ça pour ces mots et pour le combat qu'elle porte. Donc maintenant, je vais passer la parole à Tiziri Kandi, qui est du syndicat CGT-HPE, qui est le syndicat des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles. Vous pouvez voir qu'elles ont un petit gilet de la CGT-HPE. Elles sont toutes syndiquées. Ce combat, il se fait main dans la main des grévistes et de ce syndicat-là. C'est un acteur essentiel de ces luttes. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, quand on rentre en lutte, c'est pas facile. Le patronat, il ne se laisse pas faire. On a besoin de s'organiser collectivement pour relever la tête. Donc Tiziri, je vais te donner la parole et tu pourras exposer à tout le monde. Bonjour à toutes et tous, donc moi c'est Tiziri, je suis animatrice syndicale à la CGT-HPE. D'abord, je tiens à vous remercier de ce moment de convergence, de joie, mais aussi de rencontre en fait entre les différents secteurs qui effectivement dénoncent à la fois la précarité grandissante dans ces secteurs-là, mais également effectivement toutes les attaques mises en place conjointement par le patronat et par le gouvernement. Donc il y a un point qui me semble très important à dire aujourd'hui, parce qu'effectivement nous dans le syndicat CGT de l'hôtellerie, on intervient dans ce secteur-là qui est depuis des années un laboratoire assez important de la politique de précarisation des salariés, la politique effectivement d'appauvrissement des salariés, avec une expérimentation assez importante
eh ben, les salariés en contrat d'extra, ils ont simplement et elles ont simplement été remerciés du jour au lendemain, sans le droit d'être mis en chômage partiel, sans aucune protection et sans rien. Donc c'est tout ça en fait que nous essayons de dénoncer. Grand moment de solitude. Voilà, donc c'est tout ça en fait que nous dénonçons depuis plusieurs années en fait dans le syndicat CGT HPE, donc hôtel de prestige économique, et on dénonce également aujourd'hui la boucherie à ciel ouvert qui est mise en place par le patronat de l'hôtellerie. Et quand je parle de boucherie à ciel ouvert, je pèse vraiment mes mots parce que pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce qui se passe dans le secteur de l'hôtellerie, il faut savoir qu'il y avait un plan de licenciement de plus de 250 salariés au Méridien Étoile, plus de 135 emplois supprimés au Hyatt Étoile, 168 licenciements au Westin Paris-Vendôme, plus de 260 postes supprimés au Marriott Rive Gauche, le W Opéra qui a purement et simplement fermé. Donc voilà, c'est vraiment la boucherie à ciel ouvert. Et alors même que le gouvernement protège ses employeurs et leur garantit le maintien du paiement par l'État des indemnités de chômage partiel au moins jusqu'au 31 mai prochain. Donc ces plans de licenciement sont absolument pas justifiés. Et d'ailleurs l'exemple du Westin est quand même assez frappant parce que le cynisme de cette direction est vraiment invraisemblable, parce que non seulement la direction refuse de mettre en place un APLD, donc un plan de chômage de longue durée, mais en plus met en place un plan de licenciement de 168 personnes et l'externalisation du service du nettoyage. C'est-à-dire que les femmes de chambre, les gouvernantes et les équipiers à l'hôtel Westin vont être sous-traités à la réouverture de l'établissement. Donc c'est clairement des plans de licenciement qui visent la mise en place de réorganisation des services, la vente de certains hôtels et la mise en place de clauses de polyvalence et d'exploitation extrême de ces salariés. Donc voilà, tout ça est absolument lamentable. On doit absolument le dénoncer. Et je finirai par un point qui me semble assez important, parce qu'on parle aussi des femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles qui sont majoritairement présentes aujourd'hui ici en soutien à nos camarades de la culture et à tous les précaires qui travaillent dans ce pays. Il faut savoir que le groupe Accor a bénéficié d'un prêt garanti par l'État de plus de 500 millions d'euros et il s'est permis en plus avant-hier d'embaucher Madame Brune Poisson qui était anciennement députée et qui était anciennement secrétaire d'État. Donc c'est absolument lamentable aussi ces pratiques de passer du politique au privé de manière à se servir finalement de la politique pour arranger les petites réformes de l'État. Je rappelle quand même que ce gouvernement et sa majorité votent entre autres effectivement la réforme chômage et toutes les attaques qui ont suivi. Donc voilà, on est là. Je pense qu'il est plus que urgent de construire des convergences, de construire des solidarités entre les différents secteurs en lutte, que ce soit de l'hôtellerie, que ce soit effectivement du service public, que ce soit de l'éducation, de la RATP, des transports. Il faut absolument qu'on construise tous ensemble. Les camarades de TUI là-dessus en fait ont donné un excellent exemple en mettant en place des initiatives de rencontres avec l'ensemble des secteurs. Je pense qu'il faut absolument qu'on s'y joigne et qu'on construise ce mouvement d'ensemble pour effectivement faire reculer le gouvernement. Parce que individuellement et chacun dans son coin, je suis sûr qu'on ne réussira pas malheureusement, et c'est en construisant des convergences qu'on pourra effectivement faire reculer ce gouvernement. Merci.
bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, j'ai lancé sur les prises de parole. Voilà, on est donc devant le théâtre occupé de l'Odéon à Paris. Je vous rappelle, il y a plus d'une centaine de théâtres qui sont occupés en France. Il y a les Gilets jaunes qui viennent d'arriver, vous avez dû les entendre en fond. Voilà, aujourd'hui c'est convergence des luttes. Il y a plusieurs syndicats, il y a les Gilets jaunes, tout le monde a déclaré ensemble ici devant le théâtre de l'Odéon. Voilà, pour tous ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à commenter, liker et surtout à partager ce direct pour la visibilité. C'est rapide, là vous êtes plusieurs centaines sur le live, tout le monde peut partager une fois, c'est gratuit, ça prend une demi-seconde. Vous partagez dans 2-3 groupes et on va vite monter dans les partages. Voilà, contre la censure, il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose. Voilà, je vais vous faire le tour un peu de la place. Vous pouvez voir, voilà, il y a les Gilets jaunes qui viennent donc d'arriver à la place de l'Odéon. A priori, il y a une mobilisation demain à l'hôtel de ville. Vous l'avez entendu, il me semble qu'il y a une mobilisation aussi, une très grosse mobilisation le 23 avril. Et puis après, il y aura donc le 1er mai. Le parcours du 1er mai a été déposé, il a été déclaré. Ce sera République, Nation à partir de 14h. Voilà, je compte sur vous sur les partages. Et puis, vu qu'ils veulent nous privatiser aussi en même temps, oui, surtout, il faut venir nombreux, nous aider, parce que c'est très difficile en ce moment, parce qu'à la mairie du 18e, ils ne s'occupent pas bien de nous, on est considérés comme des chiens, et c'est vrai, moi je travaille, ça fait presque 13 ans, et je suis très fatiguée, parce que je leur dis qu'il faut embaucher les saisonniers, parce que si on n'a pas ces gens-là, eh ben on ne peut pas continuer. On est usé, on n'a pas 20 ans. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Nous, on a fait partie de la grève, tous ensemble. Mais le lendemain, c'est pareil, on a fait grève, mais on n'était pas beaucoup. Évidemment, malheureusement, on n'est pas solidaires. Le problème, il est là. C'est que les gens, on leur explique ce qui se passe, et qu'ils disent oui, on vient tous, mais voilà, c'est compliqué, quoi. Vous êtes la Brèche. Ouais. Pour de la Brèche, si on veut faire un bon feu, il faut avoir de la Brèche. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, on va essayer de faire le tour de la place. On a fait une grande grève. Malheureusement, on n'a pas été nombreux. Ils ont gagné, quoi. Ils sont quand même descendus pour parler. Je suis pas bien. Voilà, donc on peut voir là-bas, il y a la Brave qui est arrivée vers l'Odéon. Il y a la Brave qui est juste là-bas. Voilà, depuis l'arrivée des Gilets jaunes, la Brave est là. Encore les agents de nettoyage de l'hôtel Elisa, on est à fond avec vous. Voilà, il y a une convergence de lutte avec les agents de nettoyage de la ville de Paris. Entre autres, parce qu'il y a aussi vos collègues de nettoyage des hôpitaux de Paris qui sont en grève. Il est très important qu'on se tienne toutes et tous au courant de ce qui se passe. De toute façon, beaucoup d'agents de nettoyage vous connaissez. Peut-être vous connaissez des agents qui sont à l'hôtel de ville, qui travaillent à l'hôtel de ville. Peut-être vous connaissez aussi des agents qui sont dans les hôpitaux. Mais sachez une chose, votre combat est soutenu. Vous êtes très populaire. Les agents de la ville de Paris se battent pour la déprécarisation de leurs collègues saisonniers. Comme vous vous battez pour être déprécarisés. Sachez qu'on a réussi, par des grèves reconductibles, en 2016-2017, à déprécariser l'ensemble, quasiment l'ensemble, des agents de nettoyage de la ville de Paris. C'est un message d'espoir, de lutte et de combat qu'on vous désigne. Et moi, je suis très admiratif de vous, de votre courage, de votre volonté, et je sais que vous allez gagner. Sachez qu'on est avec d'autres camarades. Moi, par exemple, je représente le syndicat SUPAP-FSU. On a des camarades de la CGT qui vont nous rejoindre. Voilà, on se bat pour vous. Vous, les agents de nettoyage, on ne vous lâchera pas. On a des saisonniers. Moi, je pense
les saisonniers là qu'on va virer fin avril. On a fait 3 jours de grève et je tiens à féliciter Hayet, Nassera et puis aussi Yannick. Voilà, je vais vite. Juste une phrase, merci. Et voilà, mais ils sont avec vous, le combat continue. Et bravo à vous. Merci. Les gilets jaunes sont là aussi. Hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc maintenant, merci beaucoup. Je pense qu'on peut encore encourager ces salariés responsables de la lutte. Ce moment est difficile, elle est difficile pour tout le monde. Il faut qu'on relève la tête, il faut qu'on fasse ce combat pour la situation. Merci beaucoup d'être venus ici partager votre combat et on est avec vous. Solidarité. Maintenant, je vais donner la parole à mes camarades de l'occupation. Comme vous le savez peut-être, il y a 150 ans, il y a eu la Commune de Paris, qui était un mouvement d'émancipation qui est très important aujourd'hui. D'autant que c'est important pour le mouvement social parce qu'il a défini comment on lutte. Voilà, c'est un mouvement qui est très inspirant. Donc du coup, chaque jour, on fait ce qu'on appelle la minute de la commune, où on va vous raconter ce qui s'est passé exactement il y a 150 ans, jour pour jour. Vous allez trouver. Je suis désolé, j'en ai plus. Le 17 avril 2021, il y a 150 ans, éclatait la Commune de Paris, ou plus précisément l'insurrection parisienne. Il faudra attendre le résultat des élections du mars pour que soit proclamée cette assemblée qui se nommera Commune de Paris. Nous sommes le 17 avril 1871. Ça va ? Nous sommes le 17 avril 1871. Rappelons que le gouvernement français a fui à Versailles et depuis, en accord avec l'envahisseur prussien, attaque Paris. Rappelons que le comité de la garde nationale, avant même le 28 mars, s'est attelé à la réorganisation des services publics désertés par l'administration française en fuite, elle aussi à Versailles. Rappelons aussi qu'hier, 16 avril 1871, fut décrétée la réquisition des ateliers désertés par leurs patrons et la possibilité de reprise en main par les ouvriers eux-mêmes. Prémisse de l'autogestion ouvrière. Prémisse de l'autogestion ouvrière. Comme sur bien d'autres choses, la Commune de Paris avait des dizaines d'années d'avance sur la République de l'Ordre. 17 avril 1871, rappelons que des centaines de milliers de Parisiens sont armés. On les empêche de se battre contre les Prussiens, alors leurs armées servent à la défense de Paris. 17 avril 1871, dans ce fabuleux printemps parisien, dans cette utopie en marche, dans cette marche fabuleuse des femmes, d'hommes, partant à l'assaut du ciel, dans ce Paris nouveau riche d'espoir, on doit déplorer chaque jour de dizaines, voire des centaines de morts qui parlent et se battent au fond. Rappelons cette terrible et monstrueuse trahison. Les femmes de Paris, Montvalérien, forts d'ici, forts de Vanves, construits pour protéger Paris, sont occupés par les Versaillais pour attaquer et bombarder Paris. Ici, nous, vois-tu, nous en marche, nous en rêve, mais on nous tue, on nous crève. Nous sommes le 17 avril 1871. Et voici le plus bel éditorial jamais paru dans le quotidien. Le cri du peuple, le 17 avril 1871. Ne cherchez pas l'éditorial dans le cri du peuple. Les rédacteurs du cri du peuple sont chacun à leur poste. Celui-ci à l'hôtel de ville, comme membre de la commune, celui-ci dans une mairie, comme président de section. Cet autre encore commande un bataillon avant-poste. Il s'agit de sauver la République, d'affranchir plus que jamais Paris. Que le lecteur du cri du peuple ne s'étonne point de ne pas voir les signatures en bas des articles, que nous n'avons ni le temps ni le courage de rédiger, de cette odeur de poudre et de cette tempête de canon. Il ne faut pas peser des gouttes d'encre quand il coule des flots de sang. Et ce n'est pas avec une plume, mais avec une baïonnette que doit être écrite cette histoire admirable de Paris, debout et victorieux.
Donc, nous laissons parler la poule. Ce sont des combattants qui, de loin, du Fort d'Issy et du Pont d'Anières, rédigent en ces jours d'héroïsme notre journal républicain. Les cris du peuple daté du 17 avril 1871 à Paris. Merci. Merci beaucoup Alessandro pour cette lecture de la minute commune. Je vais maintenant donner la parole à Isabelle Pignot, qui est représentante d'un collectif des aides à domicile qui s'appelle La Force Invisible. Voilà, les aides à domicile qui est un métier particulièrement touché par la crise sanitaire aujourd'hui, un métier extrêmement féminisé, extrêmement précarisé. Donc voilà, je remercie Isabelle d'être venue. Je pense que c'est important que vous rencontriez aussi avec les femmes de chambre en lutte. Voilà. Merci aux organisateurs de nous permettre aujourd'hui de pouvoir parler. Le secteur à domicile est très large. Ça concerne la petite enfance, le handicap et les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. Si vous pouviez un peu reculer parce que les gens derrière ne voient pas. Madame Bourguignon a fait une annonce, dit-elle, historique en ce début de mois en disant que les salariés du secteur des aides à domicile avaient une augmentation de salaire signifiante. Or, ce qu'elle a oublié de préciser, c'est que cette augmentation de salaire ne concerne que le secteur public et non le secteur privé. Ce qui fait que 50% des aides à domicile ne sont pas concernées par cette augmentation de salaire. L'aide à domicile comporte 7 conventions collectives différentes. Nous réclamons une convention collective commune. Et nous avons également besoin de formation. Nous devons être formés tout au long de notre cursus professionnel et également être reconnus dans le secteur médico-social, ce qui n'est pas le cas. Nous ne sommes pas que des techniciennes, nous ne sommes pas que des femmes qui savent faire. Nous réfléchissons aussi et nous sommes dans l'être, savoir-être aussi, c'est important. Alors si vous le permettez, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit il y a quelques temps sur ce que ça peut être psychologiquement l'aller au domicile des personnes que nous accompagnons tous les jours. Je suis l'intruse qui arrive chez vous, celle qui entre dans votre intimité, celle que vous ne connaissez pas, celle qui doit se faire accepter. Vous êtes en colère, les intervenants changent sans cesse. Vous devez répéter toujours la même chose, la place des affaires, des attitudes que vous avez. Et moi, je suis là, je vous écoute. J'écoute vos angoisses, vos appréhensions, vos craintes. Et je comprends mes mots. Je vous laisse décharger votre colère, car je sais qu'elle n'est pas contre moi. Désolée, je tremble, je suis un peu nue. Puis je prends la parole. Je vous dis, je vous comprends. Cela ne doit pas être facile pour vous. J'essaie de vous rassurer. Et je sais que ce ne sont que des paroles pour vous. Et que seuls mes gestes, ma façon d'être avec vous, mon attention pourra vous convaincre. Il faut du temps pour s'adapter, se désaligner devant une inconnue, se faire toucher, se faire aider, accepter de ne plus être capable de faire des gestes habituels seul, accepter de diminuer, accepter de vieillir tout simplement. Vous me regardez et me dites comme je suis grande et élégante. Et là je comprends que je suis l'image que vous regrettez. Vous qui avez perdu quelques centimètres, qui avez des rides, des cheveux blancs et qui vous déplacez difficilement. Un peu contrainte, vous me dites de rentrer, vos déplacements sont lents. Je vous sens un peu énervé, angoissé. Vous me dites que vous vous débrouillez seul pour votre toilette. Je sais que ce n'est pas vrai, mais je ne peux pas vous forcer. Je continue à discuter avec vous. J'essaie de vous mettre en confiance. Vous me parlez de vos enfants et petits-enfants. Et votre visage se radoucit. Je vous souris. Je vous demande ce que vous faisiez et je répondais professionnellement.
professeur de français. La conversation s'installe tranquillement. Vous me demandez si j'ai des enfants. Vous commencez à vous intéresser à moi et cela me plaît. Mais vous ne comprenez toujours pas bien pourquoi je suis là. Et me répétez encore et encore que vous n'avez rien compté. Je me tais à nouveau et vous écoute attentivement. Petit à petit, vous exprimez votre angoisse quant à vos pertes de mémoire, vos difficultés dans vos déplacements et votre solitude. Je vous explique alors que je suis là pour vous aider à ne plus vous sentir seul. Je suis là pour vous aider. L'heure passe, angoissante pour vous dans les premières minutes, puis petit à petit plus apaisante. Je vous dis que je dois partir pour vous adapter chez une autre personne. Et si vous le désirez, je reviens demain vous accepter. Ça va, merci. Vous me souriez, et je vous laisse là, dans cet appartement. Voilà, donc vous pouvez voir la place de l'Odéon qui se remplit peu à peu. Voilà, rassemblement, donc un peu contre tout ce qui est en train de se passer en ce moment, surtout l'assurance, la réforme de l'assurance chômage. Voilà, je vous rappelle aussi que la loi de sécurité globale est passée définitivement à l'Assemblée nationale. Il me semble qu'ils étaient que 80 députés à voter. Donc le nombre de députés à l'Assemblée nationale, si je dis pas de bêtises, ça doit être 300. Enfin, attendez, je vais aller vérifier ça. Mais ils étaient uniquement 80 à voter. Mais c'est comme dans un rêve. Elle ne voit jamais personne. Personne ne sonne à sa porte. Lui demande si tout... L'Assemblée nationale compte 577 membres. Voilà. Donc la loi de sécurité globale est passée. Il y a uniquement 80 députés qui étaient présents lors du vote. Voilà. Il y en a beaucoup qui ne sont pas venus, qui se sont abstenus pour boycotter le vote. Je pense qu'ils auraient peut-être dû être là pour voter non. Maintenant, je ne sais pas, c'est peut-être leur stratégie. Mais voilà, on y est, c'est officiel. La loi de sécurité globale est passée. La loi de l'assurance chômage, c'est en cours. Il y a aussi, enfin voilà, il y a le prolongement de la dictature sanitaire jusqu'à la fin de l'année. Enfin bon, tout est en train de passer tranquillement. Il n'y a aucune opposition politique et aucune opposition populaire contre toutes ces lois liberticides. Le 1er mai s'annonce chaud. Je pense que la colère populaire va ressortir ce 1er mai. Mais là, depuis quelques mois, c'est le calme plat ici en France. De toute façon, vous vous en êtes rendu compte. Voilà, ça a bougé un peu partout. En Espagne, là c'est en train de bouger aux États-Unis en ce moment, ça a bougé en Irlande du Nord, ça bouge un peu de partout, en France c'est assez calme. Maintenant je pense que ce 1er mai va être chaud. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à nous dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle que le parcours a été posé, a été déclaré République, 14h en direction de la place de la Nation. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos autres réseaux sociaux. On est sur Facebook, YouTube, Twitter, on est sur Telegram, on est sur Twitch et Instagram. Voilà, on va lancer le live sur Instagram et sur Twitch le 1er mai, donc pensez à vous abonner. Vous allez sur le réseau social de votre choix, vous tapez juste dans la barre de recherche VQ Média, VECUMEDIA, sans espace, et vous allez tomber sur nos pages. Donc pensez à vous abonner un peu partout et à rejoindre notre channel Telegram. Cette fois, je les ai découvertes il n'y a pas si longtemps que ça. Sur Twitter, un matin, on a vu votre vedette. J'ai vu les combats qui faisaient leur route. Et je me suis souvenu de c'est énorme. J'ai salué les parce que moi j'ai été femme de ménage, ça n'a duré qu'une seule journée. Parce que le travail qu'on m'a fait faire ce jour-là, c'était horrible. C'était dans des conditions mais pas possibles. Et je suis partie, je me suis dit je suis pas